Radio Arson, une série de podcasts proposée par la bibliothèque de la Villa Arson. When you come in on Monday and you're not feeling real well, does anyone ever say to you, sounds like someone has a case of the Mondays? Bonjour Abdoulaye. Bonjour. Bienvenue sur Radio Arson. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Écoute, t'es arrivé à Nice, tout frais, Ouais. avec un passé qui demandait que ça, une émission de radio pour toi. Voilà. Déjà, à ton accent, je sens le titi parisien. Ouais, donc Abdoulaye Baldé, grandi dans le 18e. On va dire, ouais, j'ai grandi dans le 18e, à Barbès, un quartier, on va dire, vraiment cosmopolite, où, comme je dis souvent, j'ai fait Erasmus dans le 18e, je suis parti au Pakistan, je suis parti au Brésil, je suis parti en Algérie, je suis parti, voilà. Donc c'est ce qui m'a, je pense, qui m'a beaucoup ouvert, tu vois, qui m'a beaucoup ouvert et qui m'a donné, en gros, plus l'envie aussi d'entreprendre, parce qu'on va dire, c'est vraiment... dans le quartier, on entreprend aussi pas mal, tu vois. Par exemple, ma mère, quand elle était petite, elle vendait des maïs à la sauvette. J'étais avec ma mère, donc je surveillais pour pas que la police vienne, etc. Des choses comme ça. On a ce truc-là, on va dire, assez autodidacte et d'entrepreneur. Et même nos parents, par exemple, en gros, c'est eux, on va dire, les premières startups, tu vois. C'est ce que, encore je recite encore Ahmed qui disait ça, Bouzaïd, que nos parents, on va dire, c'est les premiers mecs de start-up, dans le sens où ils viennent d'un village, ils savent pas lire, ils savent pas écrire, ils ont levé des fonds pour venir en France, et c'est l'élu, quoi, c'est les élus. Donc voilà, ils ont ce truc aussi, on a ce truc-là d'entrepreneur via aussi nos parents. Et ouais, d'entrepreneur, d'entraide, et de faire en crew quand même. On a ce truc de famille. Moi, tous les trucs que j'ai fait, c'était vraiment en bande. J'arrive pas à kiffer tout seul. Donc ouais, c'est cette essence-là aussi. Et aussi, dans le 18e, on va dire, c'est un quartier aussi qui est vraiment, on va dire, qui baigne dans la culture. On va dire, d'Émile Zola, l'Assommoir, par exemple, où on parle du 18e, de la Goutte d'Or, pourquoi la Goutte d'Or, c'était le meilleur vin, la rue de la Charbonnière, etc. Il y a eu Disco Maghreb aussi. Sur la rue Cabla, en fait, c'était que des labels de musique rebeu. Il y a Rachita qui est passé par là. Il y a la Secret Connexion. Il y a la Rumeur. Il y a la fête de la Goutte d'Or. En fait, moi, j'ai gravité autour de tout ça, tu vois. Le milieu associatif aussi. Le milieu associatif, j'ai aidé à l'organisation de la fête de la Goutte d'Or un peu, on était un peu dans la médiation. J'ai toujours traîné dans les studios. Par exemple, Coma de la Street Collection, c'est un animateur, il nous donnait des cours de rap. Voilà. Et même mon grand frère, il rappait, il l'avait ramené au Festival de La Rochelle, tu vois, à cette époque-là. T'as les francopholies ? Ouais, Franco. Et franchement, une grosse dédicace à Ambre aussi. Vraiment, à Ambre des Franco, qui a vraiment fait un travail monstre pour ramener le rap au Franco par rapport à son papa. C'est vraiment elle, la pièce maîtresse du rap. Le fait que le rap arrive au Franco, c'est elle. C'est vraiment elle qui a fait ça, qui a conseillé son père de faire ça. Et ouais, et donc tout ça, on va dire, on a gravité dans un terreau assez culture, quoi, quand même. Avec du recul, sur le moment, je ne me rendais pas compte. Mais ouais, c'est un quartier qui aime la culture. Qui aime la culture et qui aime l'humain. Et c'est un carrefour pour tout le monde, on va dire. Tout le monde a un souvenir à Barbès. Que tu sois blanc, noir, pakistanais, ce que tu veux. Ce que tu veux, tu as un souvenir à Barbès. Tu es soit passé à Tati, prendre un truc avec tes parents. Même là, si c'est devenu plus hype, tu vois, même à l'époque plus hype, donc tu as un souvenir à Barbès, c'est obligatoire. Les sacs du marché que tout le monde a, tout le monde connaît ces sacs-là. Donc voilà, donc je pense que pour moi, Barbès, c'est la capitale de la culture pour moi. Vraiment. Vraiment, je le ressens vraiment comme ça. On va passer de la culture à l'éducation. Ouais. Fais-nous un petit résumé de ton parcours scolaire.
Et surtout, on veut entendre Jacques Decour. Ah, ok. Moi, en fait, j'étais à une école qui s'appelle... c'était sur la rue Cavé. Franchement, école primaire, cool. Franchement, c'était vraiment cool, entre potes, tout ça, etc. Franchement, ça va, j'étais bon élève. Franchement, j'étais bon élève. Et après, on va dire, ils m'ont ramené à... En fait, je suis parti à Jacques Decour. En gros, pour te Les faire bons ça, élèves allaient à Decour. voilà, en gros, il y avait Georges Clemenceau, où c'était à Barbès. Et quand ils avaient de l'espoir pour un élève, ils l'envoyaient à Jacques Decour. En gros, c'est ça dans le 9e. C'était où? C'était de l'autre côté de la rue, mais c'était dans un autre quartier déjà. On va dire c'est une frontière invisible, Voilà. le boulevard Barbès. En fait, le boulevard Barbès, en fait, cette frontière-là, il y a vraiment la frontière boulevard Barbès où il y a le 18e côté Barbès, Remira, etc. Et il y a le 18e côté Montmartre, Haussmannien, tout ça, etc. Rue des Martyrs. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ouais, et donc... Donc toi, t'es passé de l'autre côté à un moment? dès que je suis passé à Jacques Decour, donc voilà, j'étais Jacques Decour au lycée, franchement c'était cool, au collège plutôt là-bas, c'était cool. Et franchement déjà, gros big up pour une prof d'histoire qui s'appelle Madame Vishnoram, c'était une indienne, franchement vraiment cool. Et même Monsieur Mercier, franchement c'était vraiment des bons profs. Mais arrive toujours le moment de la conseillère d'orientation. Ouais, c'est ça. Et en fait, à la fin, moi je l'appelle plus la conseillère de désorientation. Elle m'a proposé de faire un BEP électrotechnique. Elle m'a mis une disquette ouf en mode oui, BEP électrotechnique, c'est trop bien tout. Moi je pensais que j'allais travailler à la NASA, quoi. Tu vois. Et en fait, je suis arrivé à Marcel-Després, c'était à Bastille. Et en fait, on devait faire que du câblage. On va dire que c'était en gros une école que des mecs, tu vois. Que des mecs, voilà, en mode câblage. Et je me rappelle que en fait, le mercredi, en gros, on avait une journée entière de câblage. Et quand t'arrivais le matin, c'était impossible, tu pouvais plus partir. C'est-à-dire que tu étais obligé de pas sécher. En gros, tu t'arrivais le matin, tu faisais toute la journée câblage de ouf, etc. Et ouais, ça m'avait trop battu. Je me suis dit, oh la disquette qu'elle m'a mis. Tu vois, électrotechnique, je me dis, ils sont forts dans les blazes. Électrotechnique, tu dis, oh, je suis mortel. Alors que ouais, c'était de la. Après, c'est bien aussi. Après, franchement, j'aurais pu continuer dans cette voie-là. Je veux pas dénigrer cette filière-là, etc. Mais c'est pas ce qui pas ton truc. Ouais, c'est pas ce qui me parlait. Et voilà, donc j'ai décrochage scolaire, etc. Et là, en fait, en bas de chez moi, il y avait un mec qui s'appelait Tonton Saïd qui avait un squat. Et en fait, dans son squat, mais il a fait tout de sa poche. Il n'y a pas d'institutions qui l'ont aidé. Vraiment, c'est avec le cœur. Vraiment, il l'a fait parce qu'il avait envie de le faire. Il est venu à Barbès, il a kiffé Barbès. Et en fait, dans son squat, il a appelé des potes à lui, il a récupéré des ordis. Il a demandé des potes pour faire du soutien scolaire, tout mis toute sa poche, ou des gens bénévoles, etc. Je me rappelle, moi, il me ramenait à Marseille, il ramenait mon petit frère à Marseille, etc. On faisait des sorties, il nous faisait, même à l'époque, pour dire, on était à Barbès, on n'allait pas trop à Montmartre. Ils nous ramenaient à Montmartre, allez, venez, mais c'est trop beau là-bas, venez, on va voir Montmartre, etc. Ça, c'est vraiment notre force. Et comme je te disais en off, c'est que j'ai vraiment beaucoup de respect pour les banlieusards, les vrais banlieusards, tu vois, qu'ils habitent loin. Et en gros, eux, ils n'ont pas l'occasion de voir du beau. Nous, c'est ce qui nous a fait kiffer quand même, parce on peut voir du beau à Paris, même quand tu n'as pas d'oseille. Tu vois, du coup, c'est une première impression d'esthétique des choses. Oui. Et c'est important pour la culture c'est trop important. De l'œil et de mental. C'est important, c'est grave important. Et nous, quand on était petits, après, ce qu'on faisait quelquefois, on était un groupe de 5-6 en mode des petits microbes comme dans la Cité de Dieu, etc. Et on faisait quoi? On marchait. Bien sûr. On marchait, on marchait sans savoir où on allait. Les piétons de Paris. Voilà, sans savoir où on allait. On se trouvait au bout de Chemeaux, après on arrivait sur les champs, ou voilà, tu vois, on marchait, tu vois. Et c'est vrai que ça, quand même, c'est vraiment très important, je trouve. Parce qu'en banlieue, voilà, tu vois que des tours, il n'y a pas trop de verdure. Des tours de la campagne et des longues routes qui mènent à rien, quoi. Ouais,
pour moi, on va dire... Vous n'avez pas besoin de la voiture, de moyens de locomotion? Non, franchement, ça, on a vraiment de la chance Et sur c'est ça. vrai que c'est bien. C'est vraiment de la chance parce que moi, j'ai des potes, ils ont grandi en banlieue. Et c'est vrai qu'en gros, pour eux, descendre à Paris, c'est une excursion presque. C'est une excursion. En gros, on descend à Paris, c'est un truc de ouf de descendre à Paris, tu vois. À l'époque, quand on était plus jeune. Mais ouais, donc tonton Saïd, qui nous a vraiment, on va dire, encadré, même culture musicale. Par exemple, je me rappelle, une fois, en gros, il me faisait écouter une compile, d'ailleurs, je vous recommande, qui s'appelle Shaolin Soul, où il y a tous les samples du Wu-Tang. Et il me faisait écouter ça. Lui, j'aimais pas. Il me disait, franchement, écoute ça, tu vas kiffer. Et il me dit, ah, t'inquiète, tu vas serrer de la meuf avec. Il me disait ça. Et véridique, la première, on va dire, connexion que j'ai eue avec mon ancienne femme, avec qui j'ai eu des enfants, bah, c'est la soul. Bah, c'est la soul. C'est la soul de Saïd. En gros, il faut toujours trouver un truc qui nous connecte. Et là, ce qui nous a connectés, c'était la soul de Saïd. Donc voilà, donc il nous avait vraiment mis une culture, il faisait de la vidéo, voilà, il avait plusieurs moyens d'expression. Donc ça c'était vraiment cool. Donc en fait, pour résumer, tonton Saïd, c'était un peu un mentor pour les jeunes du quartier. Il était Ouais, là, ouais. c'était une sorte de, Ouais. pas de médiateur, mais quelqu'un qui était là, présent pour vous C'est ça. et qui vous exactement. aidait. Exactement. Et d'ailleurs, c'est devenu un membre de la famille. Là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il vient manger avec nous à l'Aïd à la maison, on l'invite. Aux anniversaires, il est là jusqu'aujourd'hui. Donc voilà. Et aussi, c'est Saïd, aussi, bah, ça part de lui, qui a vu, dès que j'ai décroché scolairement, en gros, qui m'a dit, en gros, il sentait en moi une fibre d'entrepreneur et il m'a présenté au fameux Cara dont je te parlais. C'était un comptable qui travaillait dans le 18e à la Celle Saint-Bruno. C'était un dispositif de la mairie. Et en fait, il a accompagné les jeunes à entreprendre, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'en gros, j'ai ouvert mon stand Opus, grâce à tonton Saïd, via Cara. Et donc là, Cara a commencé à m'aider à monter mon stand Opus. Donc, il m'a aidé à monter mon stand Opus. Et Cara, c'est vraiment, en gros, tous les business que j'ai, c'est Cara. Que ce soit le studio, Gringo Prod, il m'a monté tous mes statuts, les comptes, il m'a tout fait. Et là, c'est vraiment un pote, quoi. Un pote. Et Cara, c'est vrai que, vu que je passe souvent du coq à l'âne, etc., tu vois, voilà. Et j'allais le voir tout le temps, Cara. Je lui dis, ouais, j'ai une super idée. Il me dit, non, ça, c'est pas bon, ça. En gros, le business plan, ça colle pas. C'est pas viable. Vraiment, je le rendais ouf. Je le rendais ouf. Donc, j'avais une idée, j'allais le voir. Ouais, mais Cara, je crois que c'est bon, ça. Non, tu vois. Et ça, jamais, voilà. Et d'ailleurs, pour continuer, dès que je suis revenu du Brésil, je vais raconter en gros le déclic du départ du Brésil, qui a commencé au restaurant Le Comptoir de la Gastronomie. Et en fait, le restaurant Le Comptoir de la Gastronomie, c'est un restaurant où j'allais souvent. C'est à Étienne Marcel, on va dire, bouffe du Sud-Ouest, etc., foie gras, tout ça, toutes ces conneries. Et ouais, donc j'ai rencontré un serveur là-bas qui s'appelle Larry Boutin. Et à force de venir manger, donc on a créé un lien d'amitié. Et il a commencé à me saucer sur le fait de, oui, il y a la Coupe du Monde en 2014, franchement, c'est une fois dans ta vie, tu pourras le raconter à tes enfants, tout ça, donc ce serait cool d'y aller. Il m'a dit, ouais, moi j'ai chauffé des potes à moi, 5-6 potes à moi. Je lui ai dit, je vais essayer de faire la même chose. Donc j'ai chauffé 5-6 potes à moi. Et en fait, au moment où on devait prendre les tickets pour suivre l'équipe de France, en fait, il y avait un ticket il y avait un package où tu pouvais suivre l'équipe de France pour 600 balles, on va dire. Et tous ses potes peuvent pas venir, et les miens aussi. Et je me dis, bon, j'y vais quand même avec Larry. Et lui, c'est vraiment un mec en mode fan de Koh-Lanta, il aime bien ces choses-là, tu vois, l'aventure, etc. Donc je lui dis, je le suis. Et donc on prend nos billets d'avion pour aller au Brésil. Et quand on arrive au Brésil, donc on regarde les matchs de l'équipe de France, on fait... ouais, donc il va absolument voir les chutes d'Iguazu. Donc on va voir les chutes d'Iguazu. Et en arrivant dans les chutes d'Iguazu, il y a une fresque énorme qu'on trouve vraiment super belle, faite par un artiste qu'on ne connaît pas d'abord.
Donc voilà, on fait les chutes d'Iguazu et après on va regarder le match, le fameux match où ils se sont fait manger 7-1. Et en arrivant là-bas, on sympathise avec une meuf super sympa, habillée avec des vêtements de luxe. Mais je suis un peu en mode paro, vu des histoires qu'on entend du Brésil. Larry, il a une expérience à La Rochelle, des amis à lui qui sont partis là-bas. Bon, bref, ils sont partis en soirée avec des meufs qui se sont fait dépecer, vol d'organes. Donc j'étais un peu en mode stress. Et elle nous dit, oui, j'ai mon cousin qui arrive, c'est un artiste, je pense que vous avez bien matché ensemble, tout ça, donc on reste. Mais moi, je suis un peu en paro quand même. Et dès qu'il arrive, il me dit, allez, on va vous manger un morceau, je suis avec des filles, tout, etc. Donc paro, encore paro max, quoi. Et à ce moment-là, tu vois, je demande à Larry, je dis, Larry, toi, tu le sens comment? Il me dit, ouais, je le sens bien, moi, vas-y, viens, on y va. Ok, je dis, bon, vas-y, si tu le sens bien, bon, on y va. Donc on y va. Donc on commence à parler parce qu'il parlait que portugais, donc on parle avec les langages des signes, Google Traduction, etc. Et à un moment, il nous dit, en nous parlant de son art, il dit, ah, j'ai un tas d'œuvres dans le coin, venez, je vais vous montrer. Et moi, vu qu'il était pas mal bourré, donc je me suis dit, on va se faire recaler, etc. Donc je dis, non, pas trop. Je me dis, non, on y va. Donc on passe devant un palace et on rentre dans le palace. Et il y a un mec de la sécu qui arrive. Oh, mon âne, comment tu vas etc. Donc, il nous montre les œuvres qu'il a faites. Donc, voilà, ça, c'est moi qui ai fait ça, etc. Et par rapport à ça, on commence à parler. Donc, il commence à m'expliquer un peu son travail. Ouais, il est grave inspiré par Léonard de Vinci. Il fait vraiment des grosses performances. Il fait des toits sur des hélicoptères, etc. Il est super, super connu là-bas. Et franchement, on commence à matcher. J'aime bien ce qu'il me raconte, la vision. Et il me dit que j'aimerais bien faire ça autour de la Tour Eiffel. Je dis, ouais, bah, il est complètement ouf, lui, donc ça m'a fait triper. Et à ce moment-là, il nous dit, bah, j'aimerais bien que vous me représentez à Paris, tu vois. Et moi, tu vois, j'hésite, je lui dis, bah, j'y connais rien du tout à l'art, voilà, moi, je suis plus dans la musique. Il me dit, ouais, mais je te sens bien, franchement, je pense que tu es capable de le faire, etc. Et à ce moment-là, bah, je me souviens de la phrase que ma mère me disait avant de partir au Brésil. En gros, j'avais une discussion avec ma mère qui me disait que j'étais devenu trop européen, que je m'écoutais plus assez, que j'étais devenu trop pragmatique, que je devrais plus m'écouter. Elle m'a dit, à partir du moment où tu vas t'écouter, ça va aller mieux pour toi. Tes projets vont pouvoir aller au bout. Et en fait, directement, j'ai pensé à cette phrase-là que ma mère m'avait dite. Et donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, je me lance. Et je regarde comme ça Larry, je dis, Larry, t'es chaud ou pas? Il me dit, ouais. Il me dit, allez, allez, vas-y, on le fait. Donc là, je commence à parler avec mon oncle. Je dis, moi, raconte-moi bien tes peintures, comment tu as fait pour arriver là, etc. Et je lui dis, bah, ce serait bien quand même que tu me laisses une clé USB avec tes œuvres pour pouvoir démarcher. Et au fil de la discussion, parce que ça a duré 3 heures, et au fil de la discussion, je me dis, je ne vais pas arriver dans des galeries, j'y connais rien du tout. Alors arriver avec une clé USB et leur dire, regardez son travail. Et donc, je lui dis comme ça à Larry, je dis, Larry, franchement, la clé USB, je sens on va rien faire avec, quoi. Donc, je lui dis, je crois que je vais lui demander des toiles. Il m'a dit, bah, franchement, je pense pas qu'il va te laisser, hein. Donc, après, je lui dis, ouais, mon oncle, franchement, je pense que la clé USB, laisse tomber. Je pense que les gens, ils ont besoin de voir, parce qu'en fait, il y a de la matière sur ces toiles. Donc, tu vois, sur les photos, sur la clé USB, tu peux pas le voir. Donc, je dis, je pense que ce serait mieux que tu me laisses quand même 5-6 toiles, que je rentre à Paris avec. Il me dit, ok, pas de problème, tu vois. Et je lui dis, ouais, bah nous, on part demain matin à 8h ou à 9h, parce qu'on doit aller voir, aller dans une autre ville pour suivre un autre match. Donc, si tu peux nous ramener les toiles à 8h du matin, etc., bah c'est cool, sinon c'est mort, quoi. Et le matin, il vient à 8h du matin avec les œuvres. Donc, on commence à regarder les œuvres, tout. Il les avait déjà, il a enlevé les châssis, tout ça, etc. On les a enroulés et voilà, on est parti. On est parti et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Je voudrais revenir sur la phrase de ta mère. Est-ce qu'elle t'a servi après, plus tard, pour interagir avec d'autres personnes? Bah, franchement, on va dire c'est vraiment pour moi le départ. C'est vraiment le départ de tout parce qu'elle m'a donné confiance. En gros, elle m'a fait comprendre que en fait, tu étais capable de faire ce que tu veux, quoi. Et en gros, venant de ma mère, c'était tellement fort parce que ma mère, voilà, elle sait pas lire, elle sait pas écrire, elle vient d'un village.
Donc, c'était, je sais pas, c'était puissant, quoi. C'était vraiment puissant. Oui, et après cette phrase-là, on va dire, dans la continuité de ça, Youssouf de Maison Château Rouge, que j'ai connu, et quand je l'ai connu, vraiment, c'était personne. Vraiment, je tiens vraiment à le préciser, il n'avait pas encore fait de collab, il n'avait rien fait, quoi. Et même, il me racontait comment il avait monté sa marque. En gros, à la base, Youssouf, comment ça s'appelle, en gros, il a une association qui s'appelle les oiseaux migrateurs. Et en fait, sa marque, à la base, il l'a faite pour financer les oiseaux migrateurs. Et il a fait son fameux top maillot inspiration, maillot de basket, football américain plutôt. Il a fait son top qui a vraiment cartonné. Et en fait, j'ai vu l'ascension de Youssouf. En gros, un jour, il vient me voir, il me dit ah, putain, c'est ouf, Laetitia Casta, elle est venue acheter un maillot à la boutique. Tac, et elle l'a mis dans le clip sur le projet. Ils avaient en gros une session studio avec Mathieu Sédiz dans, je crois, Soldat Rose. Et elle l'avait mis. Je crois que c'est une comédie musicale pour enfants qui a beaucoup marché. Voilà, qui a beaucoup Donc marché. après, du coup... Donc ça, et après, je sais pas, moi, quelques mois plus tard, il vient et me dit ouais, Kelly Rowland de Destiny Child a mis le truc du Château Rouge. Et en fait, en voyant tout ça, tu vois, et il avait commencé vraiment avec 1400 balles, tu vois. Et on va dire, par rapport à ça, en fait, Youssouf, il m'a comme donné une légitimité. Bah, comme avec toi. En gros, la connexion, c'est Youssouf. Je t'ai vu avec un talk bag. Et le fait que les personnes voient que Youssouf me donne du respect, indirectement, tu vois, donc ça me crédibilise. Bah, t'es habillé en full Youssouf. Des collaborations Lacoste et Jordan. Oui, mais on va dire, ça c'est... Non, mais pas n'importe qui a ces pièces-là. Oui, mais en fait, c'est que moi, ces pièces-là, on va dire, même Youssouf, quand il faisait ses tops, bah, tous les cadeaux d'anniversaire que je faisais, j'offrais des tops. En fait, moi, j'essaie de consommer, on va dire, qu'avec les artistes que je connais et des créateurs de mon quartier. Donc, ça veut dire que je mets du ici, même, je crois que c'est un ici à Keene, je mets Maison Château Rouge, je mets des t-shirts de la Secret Connection, j'essaie de consommer local. Voilà. Circuit court du 18e. C'est ça. Donc, et maintenant que ça a pété, les gens me disent ouais, c'est trop cool que tu aies Maison Château Rouge, mais je mettais ça depuis le début, quoi. Tu vois. Sawa Shoes, voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qui font partie du 18e. Donc, j'essaie de m'habiller 100% 18e. C'est ma DA, on va dire. Et je fais pas ça parce que c'est dans le 18e, parce que j'adore ce qu'ils font aussi. Je mets pas ça juste parce que c'est trop cool ce qu'ils font, et j'aime ces personnes-là. J'aime ces personnes-là parce qu'ils ont vraiment un truc fédérateur de transmission, de partage, de famille. Voilà, donc je préfère donner de l'argent à des personnes qui m'inspirent et qui font des choses pour les jeunes du quartier. Par exemple, même Youssouf, il est toujours à l'écoute. Même là, aujourd'hui, je le vois, moi. Il est en boutique, etc. Il y a un petit qui va venir pour demander un stage. On est sur une grosse discussion. Ouais, on va faire un ça avec Jordan, on va partir là-bas. Il y a un petit qui vient pour un stage. On s'arrête. Il prend le temps de lui parler. Tu vois. Donc voilà, c'est des personnes que je respecte vraiment beaucoup. Et qui m'ont vraiment beaucoup apporté. Même en parlant, ça m'émeut. Tu vois, ça m'émeut beaucoup. Youssouf, on va dire, Youssouf et Mehdi, parce que c'est Mehdi qui m'a fait la connexion. Mehdi Sawa, qui fait Sawa Shoes aussi, qui est aussi important dans le sens où, moi, la sensation que j'ai eue, c'est plus par rapport par rapport à leur regard. En fait, ils m'ont vu d'une manière où moi, je ne me voyais pas. Voilà. Donc, en fait, ils m'ont donné de l'assurance. Et dans leurs yeux, en gros, je voulais être à la hauteur de ce qu'ils voyaient en moi. Et Youssouf aussi m'a donné beaucoup ça, quoi. Il fait vraiment les choses au feeling. Vraiment les choses humaines. C'est vraiment l'humain avant tout, tu vois. On a vraiment une relation humaine, et même avec ses collaborateurs, avec tout le monde, vraiment avec tout le monde. Et donc ils m'ont beaucoup inspiré, parce que je me suis dit qu'en étant moi-même, je peux réussir. Donc, et vu que j'ai vraiment vu l'ascension,
Et un jour, par exemple, dès qu'il a fait la collab, quand il a fait la collab avec Jordan, il était passé chez Camino TV. Et à cette époque-là, Camino TV, il commençait à buzzer de ouf. Et ils avaient fait une interview. Et à la fin de l'interview, ils ont dit, ouais, à la fin de l'interview, en gros, ils ont une question de qui tu penses qu'on pourrait inviter d'une personne inspirante, tu vois. Et j'ai écouté l'interview. Et en fait, non, j'ai pas écouté l'interview directement. C'est à Barbès, je suis posé. Et il y a un pote qui vient qui me dit, t'as écouté l'interview de Youssouf et tout, il t'a fait une dédicace. J'ai trop bien, donc je vais écouter. Et à la fin de l'interview, donc il pose la question, quelle est la personne vraiment inspirante que tu pourrais inviter? Et il m'a dit, il a réfléchi comme ça, et puis il a dit, franchement, Gary Mondi. Et ça m'a fait péter. Il m'a dit, c'est une personne qui m'inspire. Et ça m'a fait vraiment, en gros, ça me fait vraiment penser, en fait, le fait que de pouvoir l'inspirer, lui, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Je n'ai même pleuré, quoi. Ça, vraiment la larme, quoi. Et ouais, et donc, et le fait qu'il dit ça, et en fait, je me suis même tout le monde m'a dit, putain, t'inspires Youssouf. Tu vois, en gros, il m'a fait, entre guillemets, il m'a fait buzzer, quoi. Tu vois, il m'a fait un peu buzzer alors que j'étais personne, j'avais rien fait. J'avais rien fait du tout. Et aussi, le truc, c'est que, on va dire, quand elle a ouvert sa boutique, tout le temps, je passais à sa boutique. On échangeait, mais vraiment sur tout. Sur tout et rien, sur la culture, sur ses parents, sur nos transmissions, sur ce qu'on ne doit pas changer, qu'on doit rester ouvert. Tu vois, vraiment des discussions, on va dire, presque philosophiques, tu vois, même pas, vraiment des discussions philosophiques sur comment être, comment garder son essence, se servir de son essence. Et en fait, ça rebondissait sur ce que ma mère, elle me disait. En gros, qu'on a deux cultures, on ne doit pas en choisir une. On doit prendre vraiment ce qu'il y a de bon dans chaque culture. Donc, dans la culture, on va dire, européenne, occidentale, il y a des bonnes choses. Donc, il faut les prendre. Et ce qui est pas bon, il faut l'enlever. Et sur la culture, on va dire, africaine aussi, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Et donc, cette fusion-là, ça fait nous. Donc voilà. Donc, le fait de le voir réussir dans ça, donc ça m'a fait continuer. Et ouais, donc on a vraiment échangé. Vraiment, ça a vraiment été une sorte de mentor. Et quand la dernière fois, on en reparlait, tu vois. Je lui disais, franchement, tu te rends pas compte, tu vois, ce que tu fais. Et aussi, moi, d'un autre sens, tu vois, par exemple, quand Youssouf, il est venu dans le 18e, je l'ai vraiment, en gros, je l'ai envoyé quand même pas mal de force dans le sens où les gens le connaissent. Vas-y, Guy, passe le voir. Je mettais sa sape. Tu vois, en gros, je faisais de la com. Tu vois. Et voilà, quoi. Et même au début, pour te dire, il y en a qui se disent, oui, Youssouf, il vient dans le 18e. Pourtant, c'est un mec de Villepinte. Il fait une marque qui s'appelle Maison Château Rouge, chelou, etc. Je lui dis, frérot, Youssouf, il a fait ça. Je dis, pour moi, Barbès, pour moi, Barbès, Château Rouge, pour moi, ça ne nous appartient pas. On va dire c'est un carrefour pour tous les immigrés. On va dire quand tu es un immigré, tu as des souvenirs à Barbès. Tu as des souvenirs à Château Rouge. Tu viens acheter des produits à Château Rouge. Moi, je me rappelle, j'avais une tante qui habitait en Normandie. Et je me souviens qu'il y avait une association, parce qu'ils avaient, eux, mangé, c'était mes cousins, je me rappelle quand ils venaient manger du chip à la maison, ils kiffaient. Ils mangeaient que des gratins, des trucs comme ça. Ils n'avaient pas de produits locaux là-bas. Donc il y avait une association qui a émis une association qui avait loué un car, et en gros, qui venait à Château-Rouge pour pouvoir prendre les produits. Tu vois. Donc on va dire, c'est vraiment, Barbès, je trouve que dans ce sens-là, c'est vraiment un carrefour de toutes les cultures. Et même que tu sois bobo, intellectuel, ce que tu veux, tu as une histoire à Barbès, à Tati, ce que tu veux. Donc pour moi, ça ne nous appartient pas. Et une autre chose, c'est que on a tellement été mis dans des cases, etc., à juger. Et moi, pour moi, en gros, j'ai pas envie de devenir cette personne-là. De dire oui, devenir cette personne qui juge les gens. On n'a pas à faire, parce que ça nous a assez blessés, nous aussi, ça nous a aussi construit. Mais tout ça pour dire que je lui ai donné pas mal de force, etc. Et que aussi pour en revenir à mon quartier Barbès, c'est que c'est ce qui nous a construit aussi. Barbès influence le monde. Ouais. Et est-ce que, comment tu vois
le centre, l'Union pour la jeunesse internationale, c'est ça Moi, en fait, j'étais là. En fait, même ça, la construction de ce projet, j'étais là, tu vois. Et en gros, le projet de Youssouf, c'était de faire une MJC 2.0. En fait, c'est ça le centre culturel à la base. C'est de faire vraiment, en gros, en général, dans les MJC, ils nous foutent une table de ping-pong, tu vois, des goûters, des choses. Et voilà, après, ils faisaient sur leurs moyens. Mais il n'y avait pas d'haut niveau, quoi. Tu vois, donc c'était plus, lui, dans son centre culturel, il voulait que ce soit vraiment inclusif, qu'il y ait vraiment de tout. Parce qu'il y a vraiment de tout dans son centre culturel. Des beaux bouquins, des bouquins qui coûtent super cher, que tu ne peux pas acheter, qui peuvent te servir d'inspiration pour ta création, des bouquins de designers. Donc il avait vraiment une super belle boutique. Et sur la programmation, c'était vraiment en mode feeling. Tu vois, c'était vraiment en mode feeling. On envoyait un mail, les gens disaient comment envoie un mail, il te répond. Et quelquefois, même, tu vas le voir directement à l'Union, et il était vraiment assez ouvert, tu vois. Et donc ouais, c'était juste, on va dire, une sorte d'MJC.0 qu'il voulait faire. Et voilà, quoi. Et ça a fonctionné. En fait, c'était un truc qui nous ressemble, tu vois. Sans excuse que tu sois bobo, un mec de la street, un intellectuel, je le redis encore. Tout le monde a sa place, quoi. On n'est pas là pour juger les gens. Nous, en gros, ce que je dis moi aussi assez souvent, c'est que, entre guillemets, je m'en bats un peu les couilles du féminisme, du racisme. Moi, franchement, le seul socle pour moi, c'est le respect. Vraiment. Est-ce que je te respecte en tant que femme? Est-ce que je te respecte en tant que Renoir? Est-ce que je te respecte en tant que juif? Voilà, c'est le respect. Ça s'arrête là. S'il y a du respect, tout fonctionne. Donc voilà, donc c'est ça nous on met en avant. Parce que même dans les définitions, comme tu disais tout à l'heure, les mots ont une importance. Pourquoi le racisme? Pourquoi l'antisémitisme? C'est du racisme. Voilà, c'est est-ce qu'on te respecte? Donc même pour moi, ça nous pousse dans des cases, ça. Mais le socle commun, c'est du respect, tu vois. C'est faire humanité ensemble, le plus important, tu vois. L'Humanité ensemble, ça rappelle un peu le projet que tu as pour le centre culturel, Ouais. et qui s'appelle En fait, il s'appelle Tout le monde. Et vraiment, le projet, on va dire, il s'est construit. Là, je suis en train de le construire, d'ailleurs. Je suis en train de le construire parce qu'en fait, durant mon programme La Relève, en fait, j'avais un devoir à faire de fin d'année et je ne savais pas vraiment quoi faire, quoi. Et par rapport aux cours, par rapport aux intervenants, je me suis dit, au début, je voulais monter une galerie, donc ça allait être ça le projet. Et ensuite, je me suis dit, non, ce serait un centre culturel. Et en fait, là, je le construis petit à petit, là, il n'est vraiment pas fini. Et on va dire, la construction, comment elle s'est faite, c'est avec les rencontres, par exemple, avec les intervenants de Sciences Po, par exemple. Donc, par exemple, sur le côté, on va dire, écologie, en fait, l'intervention de Haute-Quartier à Sciences Po, elle m'a beaucoup inspiré. Sur le côté écologique, sur la diminution des flux, comment bien gérer l'énergie, on va dire juste utiliser son ordinateur, on va dire 2 jours par semaine. J'ai bien aimé, travailler que 4 jours, être plus efficace. Et en faisant tout ça, tu vois que ce centre culturel fonctionne et il est plus efficace. Donc voilà, donc ça veut dire, par rapport à elle, donc je me suis dit centre culturel, et après, voilà, d'autres rencontres. Et en fait, le nom de Tout le monde, vraiment, je l'ai noté sur mon mémoire, c'est vraiment, le déclic, c'est Marianne, vraiment. Et en fait... Marianne Yemsi, qui est directrice du Centre d'art à la Vieille Arson. Exactement, parce qu'on va dire, même dans son intervention à Sciences Po, en général, on va dire, les intervenants à Sciences Po, ils arrivent, ils racontent un peu leur vie, voilà, ils se moussent un peu, on va dire, ils se moussent un peu, et après ils racontent. Mais Marianne, en fait, comment elle est arrivée, j'ai bien aimé son intervention, parce qu'en fait, elle a raconté comment elle est arrivée à la Villa Arson. Et j'ai trouvé ça vraiment cool qu'elle nous raconte comment elle a fait pour écrire le projet, ses doutes, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Et en gros, ce qu'elle avait mis en avant, c'est vraiment le travail collaboratif, le travail humain. Aussi, elle avait donné des bons conseils. Elle disait que, par exemple, dans un lieu, en général, tout le monde veut tout changer. On veut tout changer du lieu. On veut ramener sa patte, etc. Et elle, ce qu'elle disait, il faut s'inspirer de l'histoire du lieu. Il faut jamais faire ça.
de vouloir tout changer, de s'inspirer des lieux et savoir ce qu'on peut y apporter et rester soi-même. Avec un travail collaboratif avec les équipes, un travail humain, et voilà, sur la sélection aussi des curateurs, etc. Donc ça, j'avais bien aimé le fait de ne pas arriver avec ses grands sabots et arriver aussi d'une manière assez humble, d'analyser, de comprendre l'histoire du lieu, de comprendre l'équipe, et ensuite voir comment on peut co-construire. Ça, j'ai vraiment apprécié. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je lui ai demandé de faire le stage ici, parce que aussi, vu que elle fait pas mal de choses, elle fait beaucoup de choses, et vu que moi aussi je fais beaucoup de choses, donc je voulais lui poser aussi la question, comment elle faisait pour pouvoir gérer tout ça. Comment ça se passait être au Canada pour sa biennale, ensuite la Villa d'Arson, etc. Je ne sais pas si elle a des enfants, etc. Mais voilà. Donc voilà. Donc pour moi, c'était important. Elle était inspirante dans ça, dans le sens, voilà. Elle était vraiment très inspirante dans ce domaine-là. Et son parcours me parlait, quoi. C'est bien cette question de la diversité quand on est pris par beaucoup de choses, comment on s'organise. Moi, j'aimerais bien savoir comment tu organises ton temps. Par exemple, cette année où tu as été dans La Relève, tu as Boldar, tu as Garimaudi et tu as Gringo Prod. On va dire qu'il y a des projets fil rouge qui durent plus longtemps. Il y a des projets qui font manger. Donc j'ai le studio de musique Garimaudi où je fais des prestats, où il y a des artistes qui viennent poser. Et c'est des prestations, ils viennent faire un projet, ils me payent, voilà, c'est tout simplement. Et ça me sert de bureau, tout ça. Et Gringo Prod, donc c'est plus des expos, des ateliers, etc. Il n'y en a pas spécialement tout le temps. Ça va quand même, par exemple, même là, je fais une fresque avec RVP, là, je la commence lundi. Un chantier éducatif avec RVP et des jeunes de mon quartier. Et voilà, quoi. Ouais, on va dire, pour être honnête, on va dire... La Relève, tu as 2 cours par semaine ? Ouais, 2 cours par semaine. C'est vrai qu'au début, j'étais assez déçu de ne pas avoir plus de cours, mais on va dire 2 cours par semaine, déjà, ça prend pas mal de temps. D'ailleurs, là, je suis en train de sécher les cours. Je suis en train de sécher un cours, d'ailleurs. C'est quel cours ? C'est un cours sur les soft skills, comment être soi-même. Donc, vu que je suis déjà moi-même, donc ça va. Tu as 200% toi-même, donc voilà. On peut pas faire mieux, je pense. Donc ça Bientôt, va. l'intervenant, c'est toi dans le cours. Ouais, mais c'est cool. Non, En plus, on commence à m'appeler sur des interventions. J'ai fait une intervention dans une université, l'université de Nanterre. Et ça, c'est grâce à La Relève ? L'université de Nanterre, non, c'est un pote qui est prof et qui m'a dit que ce serait cool de participer à ça. Mais sinon, j'ai fait une intervention avec Favela Chic, ça c'est plus grâce à La Relève. J'ai fait en mode de 2-3 interventions comme ça. Ce qui est marrant, ce serait que tu nous dises quelles sont les institutions qui t'appellent quand, par exemple, tu fais le programme La Relève, parce que comme ça, on voit les liens. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais tu vois un peu où ça va aller, des trucs un peu différents de ce que tu as eu avant ? Non, parce que franchement, pour être honnête, La Relève, on va dire, au début, quand je suis parti, j'étais un peu stressé, on va dire. Même beaucoup stressé, en me disant qu'est-ce que je fous à Sciences Po, tu vois. Et en fait, dès que j'ai fait les premiers cours, et en fait, je me suis dit que ce qu'ils m'apprennent, je le fais déjà, en fait. Je fais déjà des partenariats, etc. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, je mets des mots sur ma manière de fonctionner. Ça, c'est cool. Et après, pour pouvoir transmettre aux autres, donc ça aussi c'est bien. Ça aussi, c'est bien. Donc, voilà. Mais ce que La Relève apporte vraiment, c'est le réseau. Parce qu'on va pas se mentir. C'est que moi, j'ai toujours encore fait des projets et j'harcèle. C'est que si je dois te relancer pendant 6 mois tous les lundis, je vais le faire. Et le truc qui est cool, et ça prend beaucoup d'énergie, ça, de relancer les gens, tout ça, c'est dur. Et le truc qui est cool, franchement, avec La Relève, le truc le plus cool avec La Relève, c'est d'avoir le mail Sciences Po. Vraiment.
Ça, c'est vraiment d'avoir le mail Sciences Po, parce qu'en fait, tout le monde me répond. J'utilise même plus mes boîtes mail Garemondi ou Gringo. Personne ne connaît Garemondi ou Gringo, tu vois. Tu vas l'avoir toute ta vie, ce mail? Bah, j'ai demandé, ils m'ont dit ouais. Je crois que j'ai demandé. En gros, on avait une réunion, je leur ai posé une question. Je leur ai dit oui, mais à la fin, on va garder la boîte mail Sciences Po et puis nous. On m'a dit pourquoi tu dis ça? Et je lui dis parce que moi, j'utilise plus ma boîte mail perso. Je n'envoie que du mail Sciences Po et tout le monde me répond directement, tu vois. Donc ça c'est cool. Et donc voilà. Donc ça, en gros, c'est ce que ça m'apporte, on va dire, Sciences Po. Ça m'apporte aussi une vision plus grande. Une vision beaucoup plus grande. Dans le sens où, avant, je voulais ouvrir une galerie. Là, c'est plus un centre culturel. Donc voilà. Donc je me dis que j'ai accès à tout le monde maintenant. Alors qu'avant, les mecs, ils m'auraient pas trop calculé, tu vois. Donc même là, je suis en train de monter un projet en partenariat avec Sciences Po sur les fake news. Et voilà, on fait un partenariat. D'ailleurs, merci à Ambroisine qui a aussi cru en moi sur ça. Et donc c'est cool. Donc ils me font confiance. Et aussi, d'un côté, moi j'étais sur le truc que Sciences Po, c'est un peu pompeux. Je vais devoir faire des courbettes, etc. Et que non aussi, tu vois. Donc ça aussi, tu peux rester toi-même à Sciences Po. Tu n'es pas obligé de te travestir pour être à Sciences Po. T'avais pas une anecdote, une des premières fois où tu es allé à Sciences Po, avec à l'entrée? Ah ouais, en gros l'anecdote c'est que en gros ils nous ont demandé quand on arrive à Sciences Po, est-ce que c'est la première fois que vous venez à Sciences Po? Je leur ai dit non, j'étais déjà venu une fois à Sciences Po. C'est en gros, la genèse, c'est que une fois, je me rappelle pas, 50 Cent, il avait fait une émission sur Tirard Addition, un truc comme ça, tu vois. Et en gros, il parlait un peu de lui. Ouais, mais ça ne te dérange pas de ne pas avoir fait d'études, de ne pas avoir beaucoup de bagages, etc. Donc voilà. Et en fait, il leur a fait une réponse qui m'a vraiment fait plaisir. Et en fait, il leur a dit oui, moi, j'ai pas fait trop d'études, mais tous ceux qui bossent avec moi, ils ont fait Harvard. Et j'ai trouvé la réponse trop stylée, tu vois. Et je me suis dit, c'est quoi Harvard à Paris? C'est Sciences Po. Donc en gros, on cherchait des stagiaires. Et ce que j'ai fait, donc je suis parti à Sciences Po. Et je voulais coller des trucs à la cantine là, pour rechercher des stagiaires. Et en gros, à l'arrivée devant l'entrée, tu peux pas rentrer si t'es pas étudiant. Et en fait, il y avait un daron rebeu qui faisait la sécu devant. Et je lui ai dit, non, je suis pas élève, mais je recherche des stagiaires. Tu peux me laisser rentrer et coller un truc? Il me dit non, franchement, j'ai pas le droit. Je vais coller une affiche à la cantine pour rechercher des stagiaires. Et en fait, le daron me dit non, non, c'est pas possible, t'as pas la carte Sciences Po, je peux pas te laisser rentrer. Et je le regarde comme ça dans les yeux, je lui dis franchement, même nous on a le droit d'avoir les meilleurs ou pas? On a le droit d'avoir les meilleurs nous aussi. Il me dit franchement, t'as raison, allez, vas-y. Et donc j'ai collé l'affiche, mais j'ai pas eu de réponse. Mais le truc qui est drôle. C'était en quelle année ça, tu te rappelles? Ça c'était au début de Gringo, ça. Ça c'était au début de Gringo. Il y a 10 ans? C'était 2016, 2017, tu vois. Ah oui, donc... 2017, 2018, tu vois. C'était en gros pendant que je commençais à développer Gringo. Et puis 8 ans après, tu rentres par la grande porte. Voilà. Et ouais, et donc il m'avait laissé et personne n'a répondu à l'annonce. Normal. Et voilà, tu vois. Donc en gros, on va au culot. Moi, je pense que en fait, il faut aller au culot. Et ça fonctionne. Et déjà, même ça, cette histoire-là, elle m'a servi dans Sciences Po. Mais comment tu fais quand t'as pas l'adresse Sciences Po? Tu vas au culot, c'est tout. Ouais. Non, mais franchement... C'est dur autrement. Oui, mais il faut aller que au culot. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Parfois. Non, mais je veux dire, il y a le culot et le travail aussi. Bien sûr. Voilà. Donc, il faut... la première chose, c'est le taf. C'est le taf. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler. Donc voilà. Et même pour en revenir, deux qui m'ont pris à Sciences Po, par exemple, Mehdi de la marque Sawa, lui, en fait, dès que j'ai commencé à rentrer dans l'art, j'allais tout le temps, franchement, prendre des cafés chez Mehdi Sawa et chez Youssouf. C'est les deux boutiques, tu vois, sur la rue Mira. Et on se parlait de tout et de rien, etc. Et en parlant avec lui, il me disait, franchement, toi, t'aurais fait Sciences Po. Putain, mais t'aurais tout niqué, etc. Et, tu vois, et dès qu'ils m'ont pris à Sciences Po, je lui ai envoyé un message direct, tu vois. Et en lui envoyant le message, il m'a dit,
Il m'a dit, franchement, je parle de toi à pas mal de personnes en disant que je connais un jeune qui a essayé de rentrer dans l'art en étant curieux, tapant en porte, et même une fois, comme Kamel Nemour de la galerie. Une fois, je suis allé le voir au culot pour exposer mon artiste. Mais je sais très bien que ça se faisait pas. En gros, j'étais mignon quand j'y pense avec le recul. Quand j'allais avec les œuvres et j'allais dans les galeries, j'ai fait toute la place des Vosges, la rue de Turenne, toutes les expos, toutes les galeries que je connaissais, j'en ai fait des galeries, j'en ai fait franchement, allez, j'en ai fait 150 galeries. Dès que je suis arrivé à Paris, de retour au Brésil pour démarcher pour faire l'expo. Donc on a fait l'expo à Monaco. Donc on a fait, comment ça s'appelle on a démarché et Larry, lui, il était à La Rochelle. Donc c'est moi qui a fait toute cette démarche-là. Donc j'arrivais à la place des Vosges avec mon truc, je déroulais les peintures, etc. Il devait se dire, mais il est ouf, lui. Tu vois et en fait, et au bout d'1 an, j'allais craquer, j'allais arrêter. Et pour en revenir aussi à Cara, Cara, c'est le comptable que Tonton Saïd m'a présenté. Et quand tu es comme ça sur plein de projets en même temps, quelles sont les conséquences sur la santé mentale? Franchement, pour être honnête, on va dire, c'est un sujet qu'on échange beaucoup avec les étudiants de la relève. Et en fait, c'est vraiment compliqué dans le sens où on est des équilibristes. Voilà, c'est que on est vraiment sur le fil du rasoir à chaque fois. Par exemple, moi, c'est vraiment, même quelquefois, je boucle mes fins de mois, il y a des gros projets. Après, pour un moment, il n'y a plus trop d'oseille. Tu es sur plein de projets en même temps. Comment tu fais pour gérer la famille, le quotidien? C'est de l'organisation. C'est vraiment de l'organisation. Et déjà, franchement, mes enfants, ils m'aident beaucoup. Vraiment. Parce qu'on va dire, je suis séparé. Et mes enfants, je les ai une semaine sur 2. Ils ont 8 ans et 12 ans. Je les appelle mes associés. Ils sont en formation continue avec moi. Donc, ils me suivent un peu partout. Et ouais, non, c'est compliqué. Mais quand je suis avec mes enfants, le truc qui est cool avec les enfants, c'est que t'es cadré. Je dois les ramener le matin à l'école. Le soir, je vais les récupérer. Donc je rentre plus tôt. Alors que la semaine la semaine où je les ai pas, il y a toujours des événements à Paris, il y a toujours des trucs. En fait, t'es toujours sollicité. Je suis toujours sollicité. Ouais, putain, tu devrais faire ça, Abdoulaye. Ah, ça, c'est pour toi, etc. On me propose toujours des choses. Donc là, on va dire, j'essaie de recadrer sur ça. En gros, là, je me focus vraiment sur le studio, Sciences Po, l'éducation de mes enfants et un peu l'Afrique. Et pour la santé mentale, c'est dur parce que on travaille beaucoup. En fait, on travaille tout le temps. Et vu de l'extérieur, les gens n'ont pas l'impression que tu travailles. Et ils ont l'impression que tu n'as pas besoin d'argent. Donc voilà, donc on est quand même précaire. Moi je trouve que je suis précaire parce que je suis vraiment sur la fil du rasoir. Et quand j'en parle avec plein de monde qui font aussi des projets, on est toujours sur le fil du rasoir. Même on en parle avec Youssouf. De ça. En gros, les gens ils nous voient vraiment comme des personnes qui n'ont pas de problème, etc. Alors que c'est compliqué. Et même la dernière fois avec Youssouf, on en parlait, on dit que ce serait cool de faire, on va dire, des rencontres entre entrepreneurs, même de parler de ça, tu vois, qu'il y ait des soutiens entre nous. Je pense aussi à une amie à moi qui s'appelle Assitan, qui a fait un super beau projet de feed truck qui s'appelle Motivea. Ne voit pas vraiment l'implication. Il ne voit pas l'envers du décor. Ouais, il ne voyait pas l'envers du décor. Les soucis d'entrepreneur, en fait, c'est comme ce qu'il disait Ahmed, qui a sorti un bouquin qui s'appelle « Je dois faire du cash boy », je vous conseille d'aller le lire plutôt. C'est que tout le temps, on dit bien, tu as de la chance, tu es ton propre patron, tu vois. Et en fait, les gens, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que dans l'entrepreneuriat, en fait, nous, tous les matins, on se réveille pour trouver des projets, pour pouvoir manger. Alors que vous êtes posé, alors que vous avez vos salaires,
Et voilà. Donc, c'est une autre vision. C'est une autre vision. Et ouais, et donc, comment je m'organise, on va dire, dans mon travail. Bah là, par exemple, c'est d'être plus méthodique. Je note pas mal de choses. Et là, en gros, je structure plus le fait par exemple, de 2 jours par semaine, je fais rien. 2 jours par semaine, je suis à la maison, je suis en jeûne intermittent à la maison et je me recentre sur moi. Donc voilà, je digère, on va dire. En fait, je digère ce qu'il y a dans mon logiciel et voilà, et je m'organise. Donc c'est plus ça, c'est plus prendre du temps et avoir du recul et aussi couper. Et vraiment, c'est important de couper, de partir en week-end. Et même, par exemple, des fois, on a l'impression qu'on fait rien, qu'on procrastine. Mais en fait, je trouve que ces moments-là sont vraiment très importants parce que même en faisant rien, en fait, ça se met en place dans la tête et après, ça ressort. Donc, on va dire, c'est plus là, je me force à avoir des moments de coupure à rester, aussi à rester un peu seul parce qu'on vit dans une société aussi où on est tout le temps avec du monde. Et en fait, on n'a pas le temps de se recentrer sur soi-même. Et en fait, je pense que la clé, c'est de se recentrer sur soi-même et prendre du temps pour soi pour être plus efficace. C'est ça l'organisation, en tout cas pour moi. Et tu me disais aussi en off que la religion aussi t'aidait à couper. Oui, c'est que on va dire que là, je te parle de jeûne intermittent parce que, ouais, en gros, je jeûne le lundi. Mais on va dire, en gros, j'ai commencé à jeûner, là, ça va faire 3-4 mois. En fait, je jeûne le lundi et le jeudi. Et en fait, au début, je le faisais d'une manière, je le faisais religieusement. En fait, c'était plus ma mère, elle le faisait souvent. Donc, tu vois, ça me fait penser à ma mère elle est plus là, etc. Donc, c'est des moments où ça me fait penser à ma mère, tout ça. Et ouais, et en fait, en me rendant compte, en fait, ça me fait du bien. Et ça, en fait, maintenant, je suis pressé d'arriver à jeudi pour jeûner, pour pouvoir avoir mon moment cool, où je ressens tout sur moi, où je peux réfléchir, où voilà, il n'y a personne qui me parasite, Et c'est cool. Et comme je disais la dernière fois à Youssouf, je disais, bah, je le fais même plus religieusement maintenant. Maintenant, je le fais, en fait, c'est devenu un mode. Et en fait, je me sens beaucoup mieux, j'ai perdu du poids, j'ai une plus belle peau. Donc tout va bien, quoi. Vive le jeune. Ouais, donc je reviens du Brésil. Donc bah, là, on doit organiser une exposition pour mon oncle. Avec Larry. Donc Larry, lui, est à La Rochelle, donc c'est moi qui m'occupe de démarcher tout ça, etc. Et je démarche toutes les galeries, comme je te disais, Place des Vosges, Turenne, toutes les galeries. Ouais, je démarche, on va dire, 150 galeries minimum, que des refus. Et je vais voir Cara, parce qu'en fait, Cara, je le vois souvent, vu que bah, j'ai monté le label, donc c'est lui qui s'occupe de la comptabilité du label, tout ça, etc. Du studio, on va dire plutôt, parce que c'était pas encore le label, du studio. Et je lui dis, franchement, je crois, l'art, j'ai arrêté, quoi. Je trouve pas d'endroit, j'ai pas de plan, etc. Et il me dit appelle Golan. Je dis, c'est qui Golan? Il me dit, et je me rappelle, en gros, que un an avant, Golan, je le croise à la salle d'attente, parce que c'est le comptable, Cara, ils sont comptables aussi. Je le croise en salle d'attente et quand Cara elle était en retard, donc on commence à discuter, qu'est-ce que tu fais? Oui, je suis dans l'art, etc. Je fais des pièces, mon artiste est vraiment bon, etc. Donc il est vraiment très implanté, il a fait le trophée, son artiste a fait le trophée pour la Ligue 1 de football, il a fait des œuvres monumentales, il vend des œuvres à peu près à 200 000 euros, donc il est chaud dans ce qu'il fait. Donc je lui dis laisse-moi ta carte, et là il me dit appelle-le, donc je l'appelle. Et je dis, tu te rappelles de moi et puis j'avais pris ta carte il y a un an. Et en fait, là, je reviens du Brésil, je m'occupe d'un artiste. Franchement, j'aimerais bien échanger avec toi pour me donner 2-3 conseils, etc. Il me dit, vas-y, ok, pas de problème. Donc, il a une galerie à Métro Bourse. Donc, je vais à la galerie à Métro Bourse. Donc, on commence à échanger. Voilà, j'aimerais bien organiser l'expo, tout, etc. Et déjà, lui, il me dit directement, si tu penses que tu vas faire un coup dans l'art, en gros, faire une expo, tout vendre, arrête-toi tout de suite. Tu vas commencer, on va dire, à pouvoir vivre, vraiment vivoter plutôt, au bout de 6-7 ans, et pouvoir en vivre au bout de 10 ans, tu vois. Et c'est vraiment réel ce qu'il m'a dit. C'est que là, ça va faire pratiquement 10 ans que je suis dedans, et là, je commence à en vivre, tu vois, j'en vivote encore, tu vois. Je jongle pas mal. Je suis devenu pro,
Je suis devenu un pro du jonglage. Mettre de l'argent là, utiliser cet argent-là pour le mettre là-bas, etc. Donc, je suis devenu un pro du jonglage. Et voilà. Et donc, Cara aussi. Donc, par rapport à Cara, j'ai pu avoir la galerie. Et aussi, le truc tout con, c'est qu'il fallait monter la société. Et j'avais pas aussi d'argent pour tout ça. Donc, il fallait que je monte la société. Faire les contrats avec mon oncle. Les traduire en portugais. Voilà ça. Et en fait, je devais faire tout ça parce qu'en fait, mon oncle, les œuvres qu'il avait faites, il voulait les produire au Brésil. En fait, ils avaient produit au Brésil parce que mon oncle, ça veut dire mélange en indigène, en gros. Et en fait, il utilise des pigments dans l'Amazonie, etc., tu vois, par rapport à son travail, tout ça, etc. Et il voulait vraiment utiliser des choses du Brésil et les ramener, tu vois. Donc ça veut dire qu'il faut faire des contrats. Il faut monter la société. Traduire les contrats en portugais. Ça fait déjà beaucoup. Et tout cet argent-là, ça fait quand même des sous. Et donc, je vais voir Cara, je lui dis, franchement, là, c'est chaud, etc. Là, je dois faire les contrats. Déjà, il me donne que l'exclusivité européenne. Il me dit, bah non. Il me dit, bah non, c'est pas bon, ça. Parce que quoi qu'il arrive, le travail que tu vas fournir en France, ça va rayonner au Brésil. Donc, à la limite, tu peux lui laisser, par exemple, le Brésil ou les alentours, comme c'est un artiste. Comme ça, s'il vend des trucs au Brésil, tu le bloques pas à 100%. Mais voilà. Donc, et donc, tu vois, il m'accompagne sur ça aussi. Donc, je lui dis, il me dit, ouais, ok, pas de problème. Et donc, Cara, il s'occupe des contrats, il ne fait pas payer des contrats. La traduction, il envoie un pote à lui, il fait la traduction. Le cabis, tout ça, monter la société, tout ça, il ne me fait rien payer. Il ne me fait rien payer, Cara. Donc voilà, donc c'est-à-dire que Cara aussi, on va dire, il m'aide beaucoup, genre même sur ma comptabilité, après sur des choses avec Gringo, comme je te dis, ben, on est toujours assez précaire, et donc il m'a jamais tué, quoi. Je lui passais quand je pouvais le payer, il m'a vraiment soutenu, et lui, il m'a dit, t'inquiète pas, je sais. Tu vois, il m'a dit, voilà. Et en fait, c'est toutes ces choses-là, tu vois, c'est par exemple ma mère, Youssouf, et on va dire, ma mère, en gros, ça allait, mais on va dire des gens vraiment impliqués. Parce que Cara, quand même, c'est vraiment, il fait des gros trucs. Et Youssouf aussi, c'est en fait ces personnes-là qui voyaient cette personne-là en moi. Moi, je ne voyais pas. Je me dis, mais ils sont fous. Ils voyaient quoi en moi, tu vois? Et il me dit, t'inquiète, je sais que ça va le faire, tu vois. Et donc voilà. Donc Cara, c'est cette personne-là qui m'a vraiment accompagné jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est lui qui gère ma paperasse. Voilà. Donc c'est trop bien, tu vois. On a compris que ton parcours est jalonné de rencontres. Et il y a un épisode formateur, c'est le Brésil. Ouais. Et là, Abdoulaye, peut-être de mémoire comme ça, est-ce que tu pourrais me citer 3 projets importants à tes yeux? Et voilà, et ce serait un peu la conclusion de cette magnifique interview. On a parlé de Youssouf, on a parlé de Cara, on a parlé de tonton Saïd. Ouais. Il y a une 4e personne qui est importante à tes yeux. Ouais. Et qu'on ne va pas oublier avant de passer à la fin de cette interview, c'est Cédric Davny. C'est Cédric Davny, on va dire, à cette époque, on va dire, c'est un monsieur que j'ai rencontré via un ami à moi qui a une association qui s'appelle Espoir 18. Et en gros, mon pote de cette association, en fait, il est venu me voir en me disant, ce serait cool, tu fais pas mal de choses. Tu fais pas mal de gros projets. En gros, j'avais fait un projet avec le Wu-Tang, j'avais fait pas mal de projets comme ça avec Emmaüs. Je commençais à faire des gros projets. Il m'a dit ce serait cool que tu fasses des ateliers avec des assos du quartier, etc. Et donc, on a commencé à faire un premier projet ensemble qui s'appelait La couleur du monde. En gros, c'était avec le marathon de Paris. En gros, on avait fait une toile qui faisait 100 mètres carrés. En gros, et on mettait des pigments de peinture devant la toile. Et on invitait les marathoniens à participer à une œuvre collective. Et c'était en bas du musée d'Orsay. Et après, l'œuvre, on l'a coupée en 1000 morceaux. Et c'était pour financer un projet d'un jeune de l'asso. Donc voilà. Et en fait, en voyant ça, je me dis, ah ouais, putain, t'es trop créatif, etc. Il faut absolument que je te connecte avec Cédric. Tu vois. Et après, on s'est connecté avec Cédric. Et depuis ce temps-là, Cédric, c'est lui aussi, il m'a toujours poussé dans mes retranchements. Voilà. Je l'appelle comme une boussole. Je l'appelle la boussole, Cédric. Par exemple, quand il m'a mis en connexion aussi avec Karine Roland. À l'époque, quand Karine Roland elle était à la mairie du 18e, avant qu'elle arrive à la mairie de Paris, elle était chargée de la culture dans le 18e. Donc, on a fait un beau projet aussi avec elle.
On a fait une fresque de 2 mètres sur 14 sur la guerre 14-18 sur les centenaires. Et c'était vraiment cool avec un artiste de Bayonne. Donc voilà. Et en fait, c'est vraiment, par exemple, à chaque fois qu'il y a eu un blocage, un truc tout con, je te donne un exemple concret. Au moins, on avait un projet pour faire une fresque de l'aéroport jusqu'à la porte de la Chapelle. Et en gros, fallait avoir la DIRIF pour pouvoir bloquer l'autoroute plusieurs fois. Et je les ai harcelés pendant 6 mois, pas de réponse. Et comme je dis, quand il n'y a pas de réponse, je porte plainte auprès de Cédric. Et Cédric m'a donné directement, après un mail, j'ai eu rendez-vous avec tout le monde à la DIRIF. Et la DIRIF, c'était super cool avec nous, etc. Donc on a bloqué l'autoroute 150 000 fois. Mais voilà, donc... Il a quel poste exactement, Cédric, à la ville de Paris? À l'époque, on va dire, il était chargé plus à la jeunesse. Je ne me rappelle plus de son titre exact. À l'époque, Cédric, il était élu à la jeunesse. Et aussi, il a travaillé au cabinet. Je ne me rappelle plus c'était de quel élu, je ne m'en souviens plus. Donc voilà. Donc il ouvre des portes, quoi. Voilà, donc ouais, franchement, ouais, voilà. Il ouvre des portes et la boussole. Vraiment, même pour le projet avec le marathon de Paris, c'était lui. On leur a envoyé des mails, ils ne nous répondaient pas. Ils ne nous répondaient pas. Cédric a fait le travail et voilà. Donc lui, c'est vraiment jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a envoyé... les dossiers de candidature. Le dossier de candidature pour la relève. Et à la base, franchement, je ne voulais même pas postuler. Tu ne savais pas que ça existait même? Bah non, je ne savais même pas que ça existait. Il me l'a dit. Et pour te dire comment ça s'est fait, j'avais un stagiaire à l'époque. Et par respect pour lui, il m'a dit tu devrais t'inscrire. Et par respect pour lui, vraiment, je l'ai vraiment fait par respect pour lui. Parce que vu que, voilà, j'avais pas... il allait me poser la question, alors tu l'as fait. Tu vas lui dire non, c'est pas cool, tu vois. Donc je dis pense à moi. Donc j'ai dit à mon stagiaire, tiens mon CV. Je lui ai envoyé 3-4 projets. Je lui ai dit, tiens, tu mets les 3-4 projets et tu mets mon CV, voilà. Tu vois, et ils ne vont pas me prendre, tu vois. Et voilà. Donc, Cédric aussi, très important. Cédric, très important dans le parcours. Et là, on va peut-être conclure avec... est-ce que de mémoire, tu pourrais nous citer 3 projets qui t'ont vraiment tenu à cœur dans tout ce que tu as fait? Parce que tu as à peine 40 ans et tu as fait des millions de choses. Ouais. Franchement, le premier projet... c'était avec mon oncle pour les Nuits Blanches. À la base, en fait, c'est une œuvre qu'on a réalisée au métro Palais Royal Musée du Louvre. Et à la base, on va dire qu'on voulait la faire au métro Barbès. Et ils ont tellement kiffé le projet, ils ont dit ah non, il faut la faire au Palais Royal Musée du Louvre. En plein centre. Ouais. Donc franchement, ça c'était ouf quand même, tu vois, de faire une œuvre pour la Nuit Blanche. À côté de la Joconde, tu m'avais dit qu'il était influencé par... Léonard de Vinci. Ouais. Donc franchement, ça, c'était vraiment ouf. C'était vraiment, en gros, là, on commençait à me prendre au sérieux, on va dire. Ça, c'était un projet aussi cool. Et après, j'ai eu le projet aussi avec le Wu-Tang, quand même. Le Wu-Tang, en fait, c'était une connexion où, en fait, j'avais fait une fois... J'avais organisé une grosse expo pour les 20 ans des TPK, un groupe mythique de graphes. Et en fait, il y a un DJ qui arrive qui s'appelle DJ Idem et qui était venu gratuitement faire un set. Mais c'était un DJ vraiment, il est vraiment ouf, DJ Idem. Il est vraiment ouf. Il était venu gratuitement et je ne savais pas que c'était DJ Idem. Je ne savais pas il avait ce niveau-là. Et en gros, un jour, pour le remercier, je savais qu'il kiffait le Wu-Tang. Donc j'ai demandé à un pote à moi, en fait, son frère, il s'appelle Olivier. Et Olivier Nguessan, c'est la personne qui a fait la connexion avec le Wu-Tang en France à l'époque. Tous les featuring du Wu-Tang, c'est lui. En fait, le pont entre les Quinry, c'est le premier mec à avoir fait interviewer Jay-Z en Europe, tu vois. Bon, bref. Et donc, je l'appelle et je dis oui, j'ai un pote et puis tout. Franchement, il est fan du Wu-Tang, etc. Il a une petite asso, il aimerait faire une interview du Wu-Tang. Et donc, à la page, je fais ça. Il me dit ok, pas de souci. Et quand il me dit pas de souci, comment c'est en mode trop détente? Je dis, mais je sais que je pourrais organiser une expo pour eux aussi, reproduire la rue du Wu-Tang, etc. Et donc, ça s'est fait comme ça. Youssouf m'a aidé sur la scénographie d'ailleurs. Youssouf, du gros big up à Youssouf aussi. Et voilà, donc ça c'était une grosse expo quand même. C'était à la Montgolfière, une grosse expo du Wu-Tang. Et ouais, et aussi, aller pour dire un autre projet, les enfants de Tati, tu vois, quand même avec Zar. Avec Zar quand même, j'ai pas parlé de Xar, je suis obligé de parler de lui. Xar, c'est un ancien de chez moi qui fait partie du crew TPK. Et on va dire au début, quand j'ai commencé à créer les expos, je ne savais même pas ce que c'était un cartel, une scéno, comment mettre les tableaux.
Et moi, en gros, on m'a dit que c'est lui qui travaillait à Arcurial à l'époque. Il a travaillé 10 ans à Arcurial. Et en fait, dès que j'étais dans l'art, on m'a dit, mais va voir Ronnie. Va voir Ronnie. Je dis, mais comment ça, Ronnie pour moi, il n'avait rien à voir dans l'art. Et il me dit, mais Ronnie, c'est un artiste. Tu vois, vu que je n'étais pas connecté. Donc voilà, donc lui aussi, il m'a grave accompagné. D'ailleurs, le projet Les Enfants de Tati, on l'a fait ensemble. Et voilà, quoi, ouais, je dirais ces 4 gros projets. Et aussi un projet associatif, deux gros projets associatifs qu'on a fait avec Emmaüs à Noisy-Champ qui a duré 1 an. Et un autre projet avec la SNCF sur 4 de leurs bâtiments simultanés pendant un an et demi avec la SNCF. C'était un gros projet, ça, quand même. C'était mon premier gros projet où, en gros, c'était un projet à peu près à 250 000 euros. Et c'était quand même ouf. Voilà. C'était ouf pour moi, ce projet-là. Donc voilà. Donc je dirais, parce que sinon, après, il y a tellement de projets que Je voilà. crois qu'on a dit beaucoup déjà aujourd'hui. Ouais, franchement, en tout Et cas. puis le travail attend, vu qu'aujourd'hui on est jeudi 25 septembre 2025. Oui, Il y a des cartels à faire. Ouais, parce que en fait j'étais en montage à la villa et gros big up aussi à la villa, vraiment à la villa Arson. Franchement, j'ai vraiment kiffé mon stage parce que j'ai jamais fait de stage de ma vie, donc j'ai fait mon stage de 3e à 40 piges à la villa Arson, donc c'est cool. Et j'ai vraiment kiffé l'équipe. Gros big up à Nour, vraiment important. Alex, vraiment. Le big boss. Ouais, Alex. Marianne, Arnaud. il y a Marianne, puis il y a Alex. Oui, mais je veux dire, moi j'ai bossé avec eux, quoi. Donc Marianne nous a laissé. T'as mis des clous, quoi. Voilà, entre des bonnes moments, j'étais en mode assistant. Donc Alexia. gros big up à Alex, Arnaud, Nour. Toute l'équipe de montage. Ouais, voilà. Qui doit se dépêcher parce qu'à 18h, il faut que ça soit prêt. Voilà, et voilà. Donc vraiment, c'était un putain de stage quand même. Ouais, vraiment, franchement, c'était lourd. C'était vraiment très, très En lourd. tout cas, merci Abdoulaye. Et merci pour l'invitation. Radio Arson, une série de podcasts proposés par la bibliothèque de la Villa Arson.